Merci David Léoran. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, David Léoran, donc je suis le président d'ADN Ouest. Récemment, depuis le mois de juillet, j'ai la chance d'avoir été élu président. Merci à l'Épithèque de nous accueillir dans cette belle salle et dans ce beau bâtiment récent. Alors, l'ORCN, effectivement, on a la chance d'avoir un outil porté par ADN Ouest qui nous permet de travailler avec vous autour de nos enjeux d'emploi et de formation. Effectivement, pourquoi l'ORCN, à mon sens, c'est déjà comprendre ce qui se passe sur le terrain, comprendre ce qui se passe sur les entreprises, pour pouvoir déceler les compétences de demain, les terroirs de formation et effectivement les sujets sur lesquels on peut accompagner les entreprises. Donc comprendre, travailler aussi sur nos sujets d'inclusion et de diversité, parce que c'est important aussi de l'avoir au cœur des débats autour de l'emploi et de la formation, et c'est un axe que l'on développe beaucoup, en tout cas que l'on porte avec cœur à ADN Ouest. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et puis le troisième sujet, évidemment, c'est aussi pouvoir fédérer la filière. Alors la filière du numérique sur nos territoires, mais dans un sens plus large aussi. Pouvoir fédérer la filière autour de l'anticipation des besoins de demain, de l'avenir, se mettre autour de la table et puis pouvoir ensemble, grâce aux témoignages des entreprises et structures qui participent à l'ORCN, et je remercie vivement les 6 intervenants autour de cette table ronde, avec les acteurs du terrain, de pouvoir anticiper ce qu'on aura demain sur le marché du travail, sur la formation, co-construire ensemble, je l'espère demain, avec ADN Ouest aussi peut-être, des parcours de formation adaptés à nos enjeux numériques, à nos enjeux d'innovation, et donc de pouvoir porter cette filière numérique au sein des territoires. Je vais m'arrêter là dans cette introduction. Je voulais juste remercier aussi les structures et les collectivités qui nous financent. Merci à l'adresse des Pays de la Loire, merci aux 2 régions, puisque l'ORCN, c'est aussi sur la région Bretagne. Donc merci à la région Bretagne, merci à la région des Pays de la Loire. Merci à Nantes Métropole et à Rennes Métropole, à l'Agglo La Roche-sur-Yon, pour leur soutien, pour pouvoir avoir ce bel outil, pour nous accompagner tous et nous aider à évoluer sur nos métiers. Merci à tous et bonne table ronde. Merci, mais avant la table ronde, je vais accueillir Aurore, qui est aussi d'ADN Ouest, juste pour... c'est toi qui présente le menu de l'après-midi. Il paraît. Allez, vas-y. Donc, merci David pour cette intro. Qu'est-ce qu'on vous réserve pour cet après-midi? Alors, merci à tous d'être présents. Merci à vous 6 aussi de nous apporter un éclairage sur cette enquête de l'ORCN 2025. On va vous présenter tout à l'heure, c'est une nouvelle méthode par rapport à ceux qui suivent cet observatoire depuis quelques années. Florence, tu vas détailler tout ça. Mais on va évoquer ensemble cet après-midi déjà les spécificités du marché de l'IT sur nos 2 régions. Vous verrez qu'on essaiera de mettre un peu en perspective ces 2 régions et de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Bien sûr, on va parler formation et insertion professionnelle. Et puis, je crois qu'en ce moment, on ne peut pas passer à côté. On va forcément parler de l'impact de l'IA sur un spectre emploi et compétences et du coup, ce que ça engendre aussi en termes d'évolution des métiers de demain. On parle également diversité, attractivité et fidélisation des talents dans ce rapport complet que vous verrez à la fin du support qui est déjà en ligne. Et donc là, on va surtout insister sur certains points clés et profiter de nos intervenants qui, pour une partie, voire tous d'entre eux, ont contribué à ce rapport pour vous donner des éclairages. Donc l'idée, c'est que ce soit un maximum interactif, profiter de leur présence. 100% ont participé. Exactement. Voilà. Pour pouvoir continuer à alimenter les débats et les échanges. Puis on aura un petit moment convivial, comme toujours chez ADN. Merci. Une petite présentation rapide, peut-être pour rappeler ouais, très rapide. Effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ADN Ouest, David, tu l'as dit, donc on est le plus gros réseau de professionnels du numérique en France, en région.
sur donc 2 régions, Bretagne, Pays de Loire, avec 780 structures. Qu'est-ce qu'on entend par structure? Ce sont à la fois les professionnels du numérique prestataires, mais aussi les entreprises utilisatrices, clientes de ces prestataires, et les structures, établissements d'enseignement supérieur, de recherche, de formation. La baseline que tu as évoquée, David, tout à l'heure, d'ADN, c'est bien d'œuvrer pour un numérique innovant et vertueux, et donc de servir aussi les talents de demain. Et donc, par quoi ça passe? On a l'envie de regarder ce qui se passe sur nos territoires. Donc on a l'Observatoire des emplois et des compétences dont on va évoquer les résultats de l'enquête 2025. Et cette année, on a aussi lancé, et vous avez encore, si je ne me trompe pas, jusqu'à minuit ce soir, pour répondre à l'Observatoire de la maturité numérique responsable. On veut aider les territoires et les entreprises et les structures du territoire à avancer. Donc même si vous n'êtes pas aujourd'hui des plus matures, vous pouvez répondre parce que l'idée c'est d'aller dans le mouvement. On a pour mission de connecter un maximum l'écosystème de cette filière. Donc ça passe par des événements, des formats un peu variés. Aujourd'hui on est sur un format restitution, il y a des after-work, il y a des séminaires par thématique, par métier et par territoire. Donc où que vous soyez sur les territoires, vous devriez trouver quelqu'un d'ADN. Et puis on a des sujets sur lesquels on a créé des dispositifs, notamment pour passer à l'action. Ce matin, j'étais en comité de sélection de l'appel à projet de notre fonds de dotation ADN Solidarity pour soutenir les projets associatifs qui œuvrent par le numérique à l'inclusion. On a un accélérateur de jeunes entreprises innovantes, ADN Booster. Et puis on contribue au hub européen que vous connaissez peut-être sur l'IA qui s'appelle DIVA dans les Pays de la Loire. Voilà, donc tout plein d'actions, j'en ai mentionné que certaines. Si vous avez besoin de plus d'infos, l'équipe Florence, Arnaud, Marina, on est tous là. Et puis les adhérents sont aussi présents pour en parler aussi bien que nous. Merci Aurore, c'est parfait, je te garde ça. Je vous le mets ici. Et alors, je vais essayer de ne pas faire tomber les choses. Je vais être debout, je vais peut-être vous gâcher un petit peu le paysage de temps en temps parce que je vais naviguer entre ce point-là de la scène et celui-là, mais bon, si je gêne, n'hésitez pas à me le dire, je me pousse. L'Observatoire cette année de l'ORCN, contrairement aux autres années, c'est une enquête qualitative qui a été menée. Donc il n'y a pas d'enquête massive de questionnaires, d'envoi massif de questionnaires qui a été envoyé. On a fait... il y a 37 entretiens approfondis qui ont été réalisés entre le 9 avril et le 23 juillet, et 3 focus group, un à La Roche-sur-Yon, un à Nantes et un à Rennes. Tout ça pour essayer de recueillir. Voilà. Plutôt que d'avoir des chiffres, aller au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, d'avoir le ressenti, la perception des acteurs du terrain. Les acteurs qui ont été interrogés, ce sont des entreprises, des organismes de formation, des cabinets de recrutement, des institutionnels, donc, dont France qui est là aujourd'hui avec nous. Tout ça pour apporter une analyse fine, contextualisée, territorialisée, qui apporte de la finesse. On devinait certaines choses au travers des chiffres, mais on n'en était pas certain. Aujourd'hui, on a des confirmations sur certains points où on a des nouveaux questionnements qui émergent aussi. C'est très intéressant de voir ça. Donc, dans le questionnaire, dans le rapport que vous allez trouver en ligne, il y a 200 verbatim, plus de 200 verbatim d'acteurs tout confondus, avec des analyses bien sûr et quelques chiffres nationaux qui ont été récupérés. Il y a 5 autres supports qui ont été faits, territoriaux, un pour la Bretagne, un pour Pays de la Loire, un pour Nantes, un pour Rennes, un pour La Roche-sur-Yon. Donc dans celui de Nantes, vous avez cette carte d'identité de l'écosystème numérique nantais. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a parce que vous le retrouverez en ligne, mais dans ces cartes d'identité, vous avez les caractéristiques clés d'un écosystème où qu'il soit, le tissu d'entreprise numérique. Donc aussi on voit à Nantes qu'il y a des grandes et des petites startups jusqu'à des très grands groupes, des grandes ESN, une forte concentration de DSI du secteur public avec des grands acteurs publics comme la Poste, la SNCF,
du secteur bancaire, de la logistique, BNP, Système U. Je vais plutôt, alors c'est dommage, Laurent Guy, vous êtes juste sur les freins, mais c'est pas grave, on va voir les atouts et les freins. Ne bougez pas, je pense que, tant pis, je vais le lire. Donc, l'écosystème nantais, c'est un important bassin d'emploi numérique avec de nombreuses opportunités. Ça veut dire aussi de la flexibilité, de la mobilité de carrière professionnelle au sein du même écosystème qui sont possibles. Une offre de formation complète, un pôle urbain dynamique, fortement doté en transport. Et les freins, c'est que, alors ça c'est ce qui est remonté des analyses, des enquêtes, hein, c'est que c'est un petit monde, des partenariats, des réseaux qui engendrent d'informations, un effet de réputation positif ou négatif qui circule, et puis une insertion compliquée pour les juniors. Voilà, ça c'est, je le fais très rapidement pour l'écosystème nantais, mais vous saurez que vous pourrez trouver ça en ligne également. Dans le rapport, vous avez des longs témoignages, des plus longs témoignages, donc la plupart sont sur scène aujourd'hui. Je vais vous les présenter et je les remercie parce qu'ils ont pris le temps de répondre aux questions pendant l'enquête, de faire la préparation de cette table ronde et d'être là aujourd'hui, et le temps c'est précieux, donc merci vraiment à vous d'être présents aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez juste faire un petit signe comme ça quand je vous cite. Nicolas Bonnieux, sinon il y a vos photos, vous faites le qui est qui. Nicolas Bonnieux, vous êtes DSI du groupe Manitou à Ancenis. Vous dirigez une équipe de 200 personnes, dont un quart basé à l'étranger, notamment en Inde et aux États-Unis. Voilà, Sandra Dubuisson qui est juste là, je suis désolée. Hop, Sandra Dubuisson, bonjour. Directrice Data Tech School Nantes, une école qui est présente aussi à Paris et à Lyon. Votre établissement a une double particularité, c'est de former des développeurs, beaucoup de profils en reconversion, et puis surtout féminiser la tech avec des promotions de femmes à 60-70%. Ça ne se retrouve pas beaucoup dans les écoles de formation numérique. Laurent Guillet, senior manager chez Wavestone à Nantes. Donc vous, c'est un acteur international du conseil. Ce groupe recrute près de 1000 collaborateurs chaque année en France et une trentaine en CDI à Nantes. Brice Aubert, vous êtes cofondateur, voilà, ici, du cabinet de recrutement Seios, spécialisé dans les métiers du numérique, un pied à Nantes, un pied à Biarritz, et vous intervenez sur toute la France. Catherine Adnaud-Mallet, qui est là, directrice régionale de France Travail Pays de la Loire. Vous supervisez un réseau de 5 directions départementales, 48 agences, 2600 collaborateurs. Je ne pensais pas qu'il y avait autant, mais c'est énorme. Nécessaire. Amélie Cordier, vous êtes experte en intelligence artificielle, docteur en IA, et fondatrice de Graines d'IA en Vendée pour accompagner les entreprises dans leur stratégie autour de l'intelligence artificielle. Donc on va pouvoir faire un focus assez intéressant sur ce sujet. C'est le sujet, comme tu disais Aurore tout à l'heure, qui génère beaucoup de questionnements. Donc on a du Nantes, on a du Ancenis, on a du La Roche-sur-Yon. On ne va pas être 100% nantais sur cette table ronde, mais c'est tant mieux. C'est toujours très riche. On va commencer par la perception. J'insiste sur le mot de perception, puisqu'on est toujours sur des ressentis, des perceptions de notre écosystème, même si on a des chiffres nationaux qui vont confirmer ces impressions. Donc, un premier trimestre 2025 versus un premier trimestre 2024 concernant les embauches et les offres d'emploi qui sont assez intéressantes quand même. On voit que le marché est en ralentissement. Vous me confirmerez, Catherine Adnaud-Mallet, si les chiffres sont bons, mais si on fait le global Pays de la Loire-Bretagne, on a moins 12,2% d'embauches entre janvier, premier trimestre 2024 et premier trimestre 2025, moins 2% d'offres d'emploi. J'avoue que depuis que je présente l'ORCN, c'est la première fois que je vois ça. C'est pas courant. Même si le marché du numérique, on le voit, il reste un marché en croissance, plus 1,8%. Ça, c'est Numéum qui donne ces chiffres. Il y en a qui performent plus que d'autres. Les éditeurs, tout ce qui touche au cloud, plus 8,2%. Un peu plus compliqué pour les ESN et les conseils en technologie. Et bien justement, Catherine Adnaud-Mallet, mes doigts. L'écosystème
l'écosystème, quand on leur demandait comment ça allait, comment ça va pour vous, le numérique en 2024-2025, ils n'ont pas parlé d'une crise, ils ont parlé plutôt d'une stabilisation, d'un retour à la normale. Vous confirmez ces tendances-là et des chiffres et ce ressenti-là de se dire que, bon, en fait, on revient à quelque chose d'un peu normal. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être aussi pour donner quelques éléments de contexte de manière générale sur les Pays de la Loire, parce qu'on est quand même sur un territoire assez dynamique, sur la Bretagne également, puisque ce sont les deux régions qui connaissent le plus faible taux de chômage en France actuellement, hein, ce qui est assez remarquable tout de même. Donc on est à 6,1% dans les Pays de la Loire, tous secteurs confondus. Et donc effectivement, sur le numérique aujourd'hui, enfin sur le secteur, on est plutôt sur une diminution des tensions. Alors, quand on dit diminution des tensions, on reste quand même effectivement sur un volume de recrutement, en tout cas en ce qui nous concerne, qui reste assez important par rapport aux tendances qu'on peut connaître par ailleurs, puisque nous étions sur de très très fortes tensions, à la différence d'autres secteurs. Très fortes tensions qui nous amenaient aussi à avoir des difficultés de recrutement, d'où effectivement le fait que voilà, les employeurs et nous-mêmes considérons qu'on est plutôt sur un retour à une forme de norme, en tout cas à un équilibre entre l'offre et la demande, ce qu'on peut constater. Peut-être aussi quelques caractéristiques, hein, on est sur un secteur sur lequel l'intérim, là aussi à la différence d'autres secteurs, en tout cas sur la région des Pays de la Loire, est plutôt moins sollicité, puisque là aussi on est sur une région où l'intérim est très très fortement sollicité, ce qui n'est pas le cas sur le secteur. On est, mais je crois que vous l'avez mentionné dans votre introduction, sur des emplois plutôt durables, et puis une sous-représentation des femmes, et je pense qu'on y reviendra par ailleurs tout au long de cette table ronde, ou à un autre moment de cette table ronde plus exactement. Oui, et j'espère qu'on aura le temps de le faire, mais normalement c'est prévu, effectivement, parce que c'est un vrai sujet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que j'ai eu la question tout à l'heure de Sandra de qu'est-ce que j'ai vu depuis que je présente Adenoise comme changement. Donc il y en a des majeurs. Par contre, ce que je n'ai pas vu comme changement, c'est l'employabilité des femmes. C'est toujours pareil depuis 2018, en tout cas, où je présente ce truc. Ce qui est intéressant aujourd'hui, alors je vais vous montrer le type de verbatim qu'on va trouver dans l'étude. Je veux lire le deuxième. Ça s'est régulé, c'est un peu moins l'anarchie que ça pouvait être. En tant qu'employeur, ce n'est pas plus mal. Alors justement, puisqu'on a des employeurs autour de cette table, comment ça se passe sur le terrain? Vous l'avez senti, vous, Nicolas, par exemple, Beaunieu, ce rééquilibrage des forces. Vous disiez, vous, que peut-être vous étiez un peu moins dans le mode de courtiser les candidats, mais quelque chose qui ressemblait à un recrutement normal. Oui, effectivement. En fait, il y a un vrai changement entre la période, on va dire, post-Covid et aujourd'hui. On était à l'issue de Covid. En plus, ça correspondait à une période où le groupe a beaucoup recruté en matière d'IT. On était vraiment dans des démarches de recrutement qui étaient plus de la séduction qu'autre chose. Et en fait, les candidats venaient et étaient quasiment à imposer les règles du jeu sur le job qui est parfait qu'ils souhaitaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a un équilibre entre, je pense, l'offre et la demande. Donc, ça permet d'avoir une relation aussi avec des candidats plus équilibrés, de proposer un job et puis aussi d'avoir un certain nombre d'exigences vis-à-vis des candidats, ce qui était moins le cas avant. Ça se traduit aussi par, on le voit, le délai moyen entre le moment où à l'IT chez nous on ouvre un poste versus le moment où la personne est en poste. Donc il y a toujours quand il y a des mobilités, que les gens viennent de l'extérieur, il y a toujours ces périodes d'essai, ces délais avant de quitter l'emploi, plus la négo, plus les recherches, etc. Et aujourd'hui, on est sur un délai moyen aux alentours de 8 mois, en tout cas chez nous, entre le moment où on ouvre le poste versus le moment où la personne arrive et est effective dans les effectifs. Donc ça s'est réduit, alors que post-Covid, on était des fois jusqu'à 1 an et demi
avant de trouver quelqu'un pour donc c'est effectivement, en termes de chiffres, c'est vraiment factuel. Et plus de candidatures de meilleure qualité, vous disiez aussi. Hein. Tout à fait. En fait, c'est vrai que sur des postes à caractère un peu technique ou avancé, on se retrouve avec plusieurs choix, ce qui est mieux. Alors qu'avant, on pouvait être longtemps avant d'avoir une candidature qui correspondait effectivement au poste qu'on voulait ouvrir. Donc là aussi, c'est quelque chose de significatif. Alors on verra un quel poste en particulier sur les plus tendus. Brice, je vais vous donner le micro parce que vous, effectivement, vous le voyez, vos clients. Alors, désolé, je me pousse. Les clients, vous voyez leurs exigences aussi augmenter par rapport au profil des candidats. Je vais donner le prisme justement du cabinet. À post-Covid, clairement, Est-ce qu'il est bien post-Covid, un grand nombre d'entreprises venaient nous voir parce que clairement, les candidats, ils étaient compliqués à capter. Et puis, en fait, ils n'étaient pas forcément en recherche très active ou ils ne répondaient pas aux annonces. Aujourd'hui, des clients qui prennent la peine de se donner une bonne image et de faire des annonces qui sont bien rédigées, etc., reçoivent des candidatures, ce qu'ils n'avaient pas du tout avant. Après, nous, en tant que cabinet, nous, on est du coup, aujourd'hui, consultés par nos clients sur des profils qui ont des compétences techniques qui sont encore recherchées ou qui sont très spécifiques. Mais clairement, par rapport à avant, on nous consulte beaucoup moins pour des personnes qui sont juniors ou des développeurs, etc. Parce qu'aujourd'hui, les clients, ils ont des candidatures et en plus, de plus en plus, le choix. Et après, et moi je rejoins, il y a aussi un rapport, il y a un équilibrage entre les candidats et les entreprises. Les candidats déjà font beaucoup plus attention finalement aujourd'hui où ils vont. Donc c'est bien pour les entreprises parce qu'ils vont vraiment pour un projet et il y a moins cette notion de rémunération qui vont rentrer en compte. Donc ça c'est assez intéressant. Et ça permet, je pense, pour les entreprises de faire des recrutements qui vont durer sur du plus long terme, quoi. Et vous disiez aussi qu'il y avait un recentrage des candidats sur le profil des entreprises qui choisissaient des entreprises plus traditionnelles, plus solides. Oui. Après post-Covid, on a tous vu qu'il y avait pas mal notamment de start-up, etc. Une bulle qui a quand même eu énormément d'argent investi dedans, ça s'est restreint d'un coup. Ça a donné des entreprises vis-à-vis du regard des gens qui n'étaient pas forcément avec une continuité de projet qui allait durer dans le temps. Et il y en a beaucoup plus maintenant qui s'ouvrent en fait à des entreprises un peu traditionnelles, des PME, des ETI, des éditeurs de logiciels qui ont 30, 40 ans d'existence. Et ce qu'on n'avait pas forcément avant, quand on parlait de ces projets-là, les candidats étaient plutôt à se dire non, moi je veux l'entreprise qui est dynamique en ce moment, le projet moderne et ainsi de suite. Voilà. Et ça, en fait, les gens font beaucoup plus attention vraiment à qui sont les entreprises et d'où elles viennent. Et si elles sont formées finalement sur du fonds propre, est-ce qu'elles ont un projet à proposer, des avantages qui sont les avantages traditionnels qu'on connaît depuis des années, quoi. On en revient sur la fidélisation et l'attractivité, c'est un vrai sujet aussi. Hein. On parle des profils qui sont, alors du rééquilibrage des candidatures, mais il y a quand même des profils qui restent, regardez-le pour l'instant, oui, le micro. Il y a des profils qui restent en tension. Ils sont assez faciles à identifier. Donc cybersécurité, c'est un sujet majeur. Donc là, on se rend compte que ce sont des profils expérimentés qui vont être recherchés. Les autres années, on avait plutôt envie d'avoir des juniors. Enfin, je ne sais pas si on en avait envie. En tout cas, on allait vers des juniors, des bac+2, des bac+3. Aujourd'hui, on veut de l'expert en sécurité. On veut de l'expert en data IA, du chef de projet IA, data scientist, data engineer. On veut des administrateurs réseau et architectes expérimentés. Et puis, ça dessert le sentiment de pénurie sur les profils tels que profil bac+2, +3 dans le domaine du développement ou des freelances qui peuvent être assez capés, qui recherchent plus facilement aujourd'hui des CDI parce qu'il n'y a pas assez de missions en freelance. Donc, des profils un peu plus faciles à trouver et d'autres qui restent compliqués à trouver. Brice Aubert, comme vous avez le micro, vous disiez aussi que parmi les métiers en tension,
il y avait celui, par exemple, d'automaticien dans l'industrie, des profils hybrides, capables de maîtriser et les systèmes d'information, enfin des systèmes industriels de production et l'informatique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas ressorti trop, je trouve, dans l'étude, mais c'est intéressant de revenir là-dessus. C'est peut-être pas sorti trop dans l'étude parce que c'est à deux frontières, en fait, deux métiers. C'est vraiment les métiers industriels et les métiers informatiques. Et en fait, de plus en plus, de toute façon, on le voit bien, on robotise en fait énormément de chaînes de production et autres outils qu'on se sert au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont très tendus, sur lesquels je pense qu'il n'y a pas énormément de formation, où les gens se dirigent pas forcément là-dedans, mais tout ce qui est par exemple automaticien, roboticien, qui utilise en fait des gens connaissance du milieu de l'industrie mélangés à de l'informatique. Et nous, on a de plus en plus de clients avec qui on travaillait, notamment sur des problématiques informatiques, qui aujourd'hui ont des chaînes de production, etc. Et on s'est positionné dessus. Et là, clairement, on a une demande qui est croissante et on se retrouve limite sur certains métiers post-Covid, voilà, comme on était dans l'informatique il y a quelques années, quoi. Et ça doit vous parler, Nicolas Bogneus. Non, sur ce sujet-là, en tout cas, donc c'est vrai, nous on a effectivement ce cas-là, parce qu'on a de plus en plus de robotique ou d'AGV dans les usines et qui nécessitent... AGV, dites-nous. Donc c'est des robots autonomes en fait, qui permettent d'emmener des kits de pièces à un endroit, et donc on a ces AGV qui se baladent dans l'usine. Et donc en fait, on se rend compte qu'on est à la frontière. Il y a une connaissance, comme vous le dites, du monde industriel versus de l'IT. Et comme on a du mal à trouver ces ressources-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on forme. C'est souvent des gens de l'IT qui se forment à ce qu'on appelle l'OT aussi, pour apprendre, continuer d'apprendre et d'avoir cette multi-compétence, en fait, pour pouvoir servir ce besoin-là. Et alors vous, les profils qui sont difficiles, vous en avez parlé rapidement, mais sans les citer, les profils qui sont compliqués à trouver pour vous, et cette quête d'expertise, d'expérience, c'est sur quoi que vous les Alors, sentez ? en fait, ça va être sur des niches. Bon, on a parlé de la cyber, ça reste un métier en tension. Mais sur tout ce qui est data science aussi. Alors, on trouve des profils, mais après, il y a une contrainte économique aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir des équipes sur 4 pays. Et forcément, il y a des métiers qu'on doit avoir absolument sur site localement. Par contre, un data scientist, par exemple, quand je vois qu'il y a des très bons profils qui sont en Inde, qui coûtent 3 ou 4 fois moins cher, forcément, le data scientist, à partir du moment où il a une tâche, il est sur notre cube de données, qu'il soit en Inde, aux États-Unis ou à Anceny, pour moi, c'est pareil. Et je pourrais en avoir 3 ou 4 pour le prix d'un ici, donc forcément la question se pose en fait. Donc vous recrutez en Inde dans vos équipes, dans votre DSI intégré. Il y a de tout, c'est un équilibre tout ça, mais sur des métiers très spécifiques comme celui-là, eh bien effectivement on compare et on regarde les avantages et inconvénients par rapport au fait qu'il soit basé au siège versus basé... Vous savez, c'est très intéressant aussi pour quelqu'un qui est dans une filiale du groupe quelque part dans le monde, de se dire j'ai une action pour l'ensemble du groupe, c'est motivant aussi. Et donc moi dans les équipes indiennes, j'ai des gens qui travaillent sur des projets groupes et qui sont très performants. Et donc oui, on recrute aussi à l'étranger. Bon, intéressant comme témoignage. Alors Laurent Guillet, vous, Brice, je vous laisse passer le micro. Vous êtes un petit peu à contre-courant sur ce qui ressort de l'étude, là, de vouloir de l'expertise, de l'expérience, puisque vous, à 95%, vous recrutez des ingénieurs généralistes sortis d'école, et puis vous les faites monter. Alors, effectivement, je pense que c'est aussi propre à notre métier de conseil, qui fait qu'on n'a pas besoin de hard skills très précises, et qu'en fait, en fonction des sujets de transformation qu'on va mener chez nos clients, on aura besoin d'expertises différentes, métiers, technologiques, sustainability ou autres.
Deuxième point, on est une société en croissance forte et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des objectifs de recrutement très ambitieux. On est sur 1000 à l'échelle du groupe, en France principalement. Et rien qu'à Nantes, on fait 30 recrutements à peu près par an, selon les années, un peu plus, un peu moins. Et donc, on aimerait bien, évidemment, avoir les profils expérimentés, compétents sur l'ensemble des dimensions que j'ai évoquées, mais c'est complètement impossible sur ces volumes-là. Donc on recherche, si vous êtes intéressé, on étudiera votre CV avec tout intérêt, le plus grand intérêt, mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour répondre à nos ambitions. Donc on s'est structuré pour effectivement recruter massivement des excellents profils, mais qui n'ont pas les compétences attendues sur les sujets de fond. Donc on recrute aujourd'hui 95%, comme vous le dites, de juniors. Alors c'est des bacs plus 5, école d'ingénieurs comme école de management, hein, c'est quasiment 50-50. À Nantes, on est quand même plus sur des écoles d'ingénieurs. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais voilà, le Barry-Centre penche plus de ce côté-là. Et peu importe leur formation en école, ensuite, ils interviennent sur nos sujets de conseil SI, conseil en IA, conseil cybersécurité. Et on a les dispositifs de formation interne et d'accompagnement lors de l'intégration pour les faire monter en compétence sur nos sujets de conseil. Donc vous n'avez pas été impacté là, par la flambée des tensions sur les métiers. C'est constant depuis quelques années. Vous ne ressentez pas forcément ces difficultés? Alors, on les ressent quand même, parce que le marché des Bac plus 5 est un marché particulier aussi, qui a ses propres contraintes, ses propres cycles, et qui est aussi en tension. Il y a quelques années très en tension, maintenant un peu moins. Enfin, tout ce que vous disiez sur les tendances, on les retrouve aussi sur ces profils-là. Donc, nos efforts de recrutement sont aussi à mettre, pour faire ces chiffres-là, sont aussi mesurés à la situation de marché. En ce moment, on l'a dit, stagnation, on observe plutôt ça aussi, un rééquilibrage offre et demande, c'est vrai aussi sur ces profils-là. Je vais vous passer quelques petits verbatims parce que, effectivement, quand on cherche de l'expertise on parlait des juniors avec vous, Laurent Guillet, mais quand on parle d'expertise, et c'est au détriment des juniors, je vous tends le micro, Sandra Dubuisson, parce que vous êtes bien placée pour en parler. Je ne vais pas les lire à chaque fois, mais peut-être juste, encore une fois, le deuxième. Avant, en gros, 90% des futurs diplômés ingénieurs, alors ingénieurs informaticiens, j'imagine, enfin, en école d'informatique, étaient embauchés 6 mois avant leur diplôme. Là, on est plutôt à 90% embauchés dans le mois suivant. On voit qu'il y a quand même une bulle de recrutement qui tombe. Et alors vous, Sandra Dubuisson, est-ce que vous l'avez senti venir, ce désamour-là pour les juniors quand ils sortent d'école, quand ils sortent de formation, j'imagine Oui, nous on le voit un peu. Alors on le voit à deux niveaux, parce que c'est vrai que nous à Datex School on prône beaucoup le format de l'alternance, qui en général, quand une entreprise accueille une personne en alternance, a pour ambition de recruter à l'issue et de faire une proposition à la personne qu'elle a formée et qu'elle a accueillie pendant une année. Mais aujourd'hui, il y a deux vitesses en fait. Il y a du coup la possibilité de pouvoir l'accueillir parce que l'entreprise a suffisamment de projets en fait, et du coup ça colle au moment où elle a terminé sa formation et elle peut rester dans l'entreprise parce que il y a la possibilité de l'accueillir. Et puis après, il y a du coup une partie des personnes qui se sont formées qui se retrouvent en difficulté pour trouver un emploi en dehors de l'entreprise qui les a accueillis. Et ça, nous on le voit. Voilà, on m'entend mieux là maintenant. Et ça, on le voit, on le perçoit aussi depuis une bonne année chez nous. C'était moins le cas les années précédentes. C'était moins le cas, ouais. C'était moins le cas. Les premières promotions qu'on a pu avoir à Datex School, on avait peut-être 60-70% des profils accueillis en alternance dans les entreprises qui se voyaient une proposition d'embauche. Et aujourd'hui, je pense qu'on tombe à plutôt 50%. Alors justement, on a des chiffres aussi sur la formation, l'insertion professionnelle, et on fait un petit focus alternance parce que c'est le sujet. On a vécu le boom de l'alternance 2019-2020. C'était en augmentation constante. Et puis, alors, en comparatif, janvier 2025 par rapport à janvier 2024, les entrées en contrat d'apprentissage en France, c'était moins 14%. Ça, c'était au mois de janvier. Depuis, c'était les chiffres qu'on a eus en mars. J'ai regardé hier, et en juin, ça s'est un peu rattrapé quand même. On est à moins 1,5%. C'est moins dramatique parce que là, ça paraissait abyssal. Mais c'était concentré sur le mois de janvier. Mais il n'empêche que tous nos intervenants, tous les entretiens démontrent que c'est plus compliqué pour l'alternance. Il y a une année de bascule on entend dire, les écoles de formation parlent d'une année de bascule, 2024, une rupture. Notamment, un des arguments qui vient, c'est je pense qu'il y a beaucoup trop d'écoles aujourd'hui. On a vu une énorme vague d'organismes de formation privés se créer post-Covid. Il y a eu un énorme appel d'air.
Et puis, j'ai encore des apprenants de l'année dernière qui continuent à chercher. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont aussi contraints d'abandonner le cursus parce qu'ils ne trouvent pas d'alternance. Vous avez ce genre de cas-là, oui? Oui, bien sûr, je confirme aussi. Nous, on s'est créé d'ailleurs en 2019, donc on tombe effectivement sur le même timing. Et moi, j'ai encore des personnes de l'année dernière aussi qui continuent de chercher. C'est peut-être votre verbatim, d'ailleurs. C'est peut-être le mien, effectivement. Et après, des profils qui finalement se disent je me suis formée, mais je vois que l'évolution des compétences en fait, avance aussi très rapidement. Et donc, du coup, je dois aussi, moi, sans cesse me former parce qu'aujourd'hui, en fait, les compétences que j'ai acquises au démarrage de ma formation ne correspondent pas forcément aux compétences des besoins des entreprises. Et donc, du coup, il y a toujours ce on va wagon. en parler tout à l'heure avec l'IA notamment. Qui fait que finalement, les personnes, après, quand elles ne trouvent pas, se dirigent peut-être vers une autre voie. Alors, on se demandait aussi si les aides, la baisse des aides de l'État en faveur de l'alternance avait une incidence, puis on s'est rendu compte que finalement, je vais arrêter d'appuyer sur ce bouton. En revanche, ce qui semble plus être la cause, c'est la conjoncture économique plus difficile, la multiplication des profils de bonne qualité qui arrivent au détriment des juniors. Donc ça, c'est un peu confirmé par ce qu'on a entendu dans les entretiens. Laurent Guillet, Nicolas Beaugneux, quels sont les freins ou quels sont les atouts à prendre des alternants? Je sais que... Alors, des freins, il n'y en a pas tant que ça, parce que nous, on prône plutôt l'alternance. Et souvent, et à contrario de ce que vous venez de dire, dans des situations où justement économiquement ça peut être tendu au niveau des masses salariales, eh bien, plutôt que d'ouvrir un poste, d'ouvrir 2 postes d'alternants, moi, à la limite, je préfère. Ça fait déjà, ça permet de pré-recruter. Ils sont bien accueillis. On essaye de faire en sorte qu'ils restent. La difficulté, donc, moi, je suis vraiment pour l'alternance. La difficulté après, le crève-cœur, c'est quand les gens sont bons et que j'ai pas de poste à leur proposer après, de voir ces gens-là repartir alors qu'ils pouvaient faire justement le job, et ils faisaient le job. Ça, c'est difficile. Donc, en fait, c'est ouvrir l'alternance et après, pendant cette période d'alternance, travailler pour pérenniser le poste et être sûr que les bons candidats puissent rester chez nous. Donc ça, c'est vraiment la clé. On essaye de travailler ce sujet-là pour pouvoir garder les jeunes, en fait. Laurent, vous avez... Du coup, à mon niveau, pas tout à fait aligné, vous le savez. Moi, j'ai un gros souci avec l'alternance. J'aimerais bien être capable d'avoir plein d'alternants tous les ans. Pour donner un premier chiffre, et après j'expliquerai, on a 1 à 2 alternants par an à Nantes et on a 15 stagiaires de fin d'études. Et je les mets sur le même plan parce que c'est que des alternances d'1 an qu'on prend, et donc c'est à peu près similaire au stage de fin d'études qui est la 5e année des études supérieures. Moi, le gros problème que j'ai dans notre métier, c'est le calendrier d'alternance, dans tous les cas. Et en fait, c'est contre-productif, malheureusement, dans nos métiers. Je reprécise évidemment que pour le conseil, pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est contre-productif pour l'entreprise parce que c'est trop haché pendant une grande période, voire toute l'année, et c'est pas très compatible avec les contraintes mission client qui doivent être multiples. Dans une situation multi-client, multi-mission, on s'adapte aux contraintes. C'est le métier qui veut ça. Si en plus on doit rajouter un calendrier d'alternance avec un étudiant qui n'est là parfois que les vacances scolaires pendant 6 mois, parfois que les mardis, parfois une semaine sur 3 ou 2 semaines toutes les 5, franchement, c'est pas organisable. Et donc, malheureusement, c'est extrêmement contraignant dans la durée de prendre ces alternants. Et c'est pour ça qu'on plafonne à 1 ou 2. Et à l'inverse, les stages de fin d'études, où les gens sont donc pas là 6 mois et là 6 mois, à l'inverse, ils peuvent tout à fait être mis en situation comme des jeunes consultants qui arrivent juniors et ils ont quasiment les mêmes mises en situation. Et donc, l'alternance, malheureusement, c'est très dur à organiser. Et pour l'alternance, c'est extrêmement dommage aussi. Ça donne souvent une mauvaise image de l'entreprise parce qu'on n'est pas capable de leur donner des missions intéressantes et un suivi pendant parfois 6 mois. C'est souvent au bout de 6 mois que les calendriers deviennent quasiment que entreprise et où ça se débloque. Des quelques-uns que j'ai vus, du coup, 1 à 2 par an, c'est pas non plus des dizaines. Et du coup, c'est vraiment un frein très dur pour nous avec une image moyennement positive côté candidat, côté nous. Donc c'est un petit peu compliqué. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir là-dessus ou pas? Non? Je vous rassure, il y a d'autres calendriers d'alternance qui sont possibles. Allez. Merci, j'ai étudié toutes les possibilités. Ouais, je pense que c'est vraiment lié au type de poste, en fait. C'est sûr que peut-être dans le conseil, c'est compliqué. Moi, je vois sur de la cyber ou du dev, sur des projets un peu longs, l'alternant, il vient, il a son projet, un début, une fin, et puis après, il gère son temps, il est là, pas là,
À la limite, une fois que le projet est terminé, il l'a rendu. Ça correspond en plus à ce qu'il souhaitait faire dans le cadre de ses études. Donc moi, enfin, en tout cas, sur ce type de métier, là, ça marche. Eh bien, écoutez, on verra encore l'année prochaine où ça en est, l'alternance, comment ça évolue, si on a ces décrochages comme cette année ou si ça se maintient bien. Quand on voit, toujours je suis mon fil des profils en tension, ce qui est recherché, donc l'expérience, l'expertise, c'est aussi au détriment des profils en reconversion, forcément. On observe toujours une forte attente autour des diplômes de la part des employeurs qui veulent des profils plus qualifiés, diplômés, expérimentés, rendant les profils en reconversion moins recherchés. Autre citation, et ça c'est vous, je pense, je le sais puisque c'est moi qui vous ai interviewé, les conditions sont réunies pour construire des parcours de formation solides, courts et professionnalisants, notamment via les POEI, donc préparation opérationnelle à l'emploi individuel, dont les budgets restent stables, puisqu'effectivement, on a vu que les budgets des POEC, donc à la fin, au lieu d'individuel, c'est collectif, ont diminué l'année dernière. Vous allez me le confirmer ou infirmer. Et les POI, par contre, ça reste stable. Et là-dessus, c'est pour vous, ça reste, les personnes en reconversion gardent une place, mais c'est plus compliqué. Alors, plus compliqué, je ne sais pas, parce que ça fait partie aussi, j'allais dire, de notre travail que de les accompagner et de construire les parcours ad hoc, et on a de belles réussites. Donc, je vous confirme que la POI reste stable, qu'il y a tout lieu de penser qu'elle pourra le rester aussi l'année prochaine, même s'il n'y a pas eu de vote du budget, je vous le confirme. Pour le moment, mais en tout cas, ça fait partie des orientations et des dispositifs sur lesquels nous nous appuyons. L'intérêt, mais je pense que ça correspond aussi à tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'on peut s'adapter aux besoins d'une entreprise spécifique, c'est-à-dire que c'est vraiment de concevoir un parcours qui à la fois prend en compte le profil des personnes et le besoin de l'entreprise. Donc, sur ce sujet, effectivement, on a de beaux parcours de reconversion qu'on peut travailler et adapter aussi au contexte. Vous en avez quelques-uns à nous donner, des exemples de ces parcours en reconversion ou des passerelles qui sont plus faciles que d'autres peut-être ? Alors, des passerelles, en tout cas sur la cybersécurité, ça fait partie des orientations très clairement qu'on pousse, puisque la cybersécurité reste encore, alors on est sur des volumes qui sont très importants potentiellement, et aussi sur des profils qui peuvent s'adapter. Après, tout dépend de l'entreprise et tout dépend aussi, j'allais dire, du champ de contraintes que l'entreprise se donne sur le sujet de la cybersécurité, mais effectivement, ça fait partie des profils que nous pouvons avoir. J'étais par exemple aussi avec le groupe La Poste la semaine dernière. Ils ont des très beaux projets de reconversion, y compris sur des métiers qui étaient des métiers de bouche, et qui se sont reconvertis sur des métiers dans le cadre des besoins qu'ils pouvaient avoir. Donc on a effectivement, oui, de très belles reconversions. L'essentiel étant à la fois la motivation et puis la capacité que la personne peut se donner aussi dans ses parcours de reconversion. Nicolas Beaunieu, vous avez, des beaux profils, des profils performants, atypiques, que vous avez recrutés ? Alors, quelques-uns. On a un architecte qui est un ancien maçon, par exemple, donc, qui a décidé de changer de voie et qui est très performant. Puis ça amène aussi... dans les équipes, le travail de maçon, c'est pas simple. Quand il y a des collaborateurs qui se plaignent un peu parce qu'il fait trop chaud ou l'éclairage n'est pas bon, il y a d'être remis un peu à sa place par des gens qui ont vécu autre chose, ça fait du bien. Et puis, on a aussi quelqu'un, Roustam, qui est un ancien Afghan, qui est afghan, mais qui a quitté son pays, qui a appris à parler français en 1 année et qui est dans nos équipes et qui s'occupe de réseau. Donc là aussi, c'est pareil, ça amène, au-delà de la compétence, ça amène dans les équipes une dynamique qui est intéressante. Donc oui, on essaie de promouvoir ce type de recrutement. Oui. Bon, donc il y a des places qui se libèrent, on entend. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, vous Sandra, sur la reconversion justement, sur les profils que vous pouvez avoir, sur les passerelles qui peuvent se créer, des choses qui sont un peu évidentes ou d'autres qui sont assez farfelues mais qui fonctionnent ou pas ?
Notamment sur peut-être la tech. Nous, on a des très belles histoires aussi de femmes, notamment, qui, après une carrière peut-être dans le domaine de la communication ou même... Là, j'ai une femme qui, avant, en fait, était professeure de français en collège-lycée et qui, toute sa vie, a cru que le secteur de la tech n'était pas fait pour elle parce qu'elle a fait, du coup, cette fameuse filière littéraire. Et puis son âge aussi faisait qu'elle pensait que c'était pas possible pour elle de se lancer. 43. Ok. Et finalement, c'est une personne qui a fait le parcours de formation à ADA, qui s'est beaucoup donné aussi, et puis qui a fait son alternance et qui a eu une belle proposition à l'issue. Donc, nous, ce qu'on voit sur les profils en reconversion, c'est toujours des personnes qui cherchent forcément cette stimulation intellectuelle que leur métier précédent ne leur apportait plus, pas forcément pas, mais ne leur apportait plus, et qui trouvent dans cette nouvelle voie la possibilité d'avoir une nouvelle carrière. Mais ça demande quand même détermination et persévérance, comme on a pu le dire. Et donc c'est souvent ces types de profils-là aussi qui s'en sortent le mieux. Donc ça nécessite au démarrage d'avoir ces compétences intrinsèques en soi. Si je peux me permettre effectivement de rebondir, l'essentiel, c'est que la personne croit aussi en elle. Et dans les parcours de reconversion, c'est beaucoup ce qui est travaillé. Alors, on a des outils aussi pour faire prendre conscience à la personne de ses capacités, de ses habiletés, et donc du potentiel qu'elle peut se donner sur un parcours de reconversion. Il y a des dispositifs que vous mettez en place aussi. Vous me parliez de façon de faire se rencontrer employeurs et potentiels candidats de manière un peu plus informelle pour justement révéler des personnalités qui ne se révèlent pas dans un entretien parce que le stress, parce que manque de confiance en soi. C'est ça. Donc effectivement, on utilise beaucoup le sport, on va utiliser l'art aussi dans la région dorénavant, c'est-à-dire qu'on essaie de se faire rencontrer les personnes, les employeurs et les demandeurs d'emploi sur un stade de sport ou autour d'un terrain. Il faut mouiller la chemise et les employeurs et les candidats. De façon surtout anonyme, c'est plutôt ça qui est important. Et dans des contextes où les uns et les autres ont à collaborer en réalité, donc se rencontrent autour de valeurs en général humaines, démontrent leur savoir-être avant de démontrer leur savoir-faire. Mais ça permet justement cet échange et ça permet aussi aux personnes d'aborder effectivement différemment l'employeur potentiel. Alors vous avez utilisé le terme savoir-être, soft skill. Vous verrez dans le rapport, dans l'étude, là, il y a d'assez grosses parties sur les soft skills qui ne font que remonter dans les profils qui sont recherchés, dans les compétences des profils recherchés en tout cas. Ça fait partie des choses qu'on n'arrivait pas à quantifier statistiquement. Et là, le fait d'avoir ces entretiens, Cali, on fait remonter ce sensible-là. Donc c'est plutôt intéressant. Vous irez le parcourir dès la fin de cette table ronde. La évolution, c'est l'impact de l'IA. Je vous regarde Amélie et hop, je me pousse comme ça, je me tourne vers vous. Les derniers chiffres de l'IA en date, j'ai trouvé celui-là il n'y a pas longtemps, là, France Numéum, en septembre 2025. Donc 51% des entreprises du secteur numérique qui utilisent des solutions d'IA. Ils ont détaillé un petit peu plus dans quel cadre. Est-ce que c'est l'IA générative, l'automatisation, bon bref, je ne l'ai plus en tête, mais bon, c'est un peu plus quantifié que ça. On va dire que l'OPIEC en 2024 donnait 36% d'entreprises du numérique qui développaient ou qui déployaient des projets avec l'IA. Donc on voit qu'il y a une augmentation. Ce qui ressort là de l'étude, c'est que les bénéfices perçus là en 2025, début 2025, c'est plus de qualité, plus de productivité, une réduction des coûts et plus de créativité. Amélie Cordier, donc on a une experte IA, une doctorante en IA, qui ne fait pas que penser, mais qui les met en pratique aussi dans des entreprises. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit qu'on parle de l'IA générative depuis 2 ans, là on en parle. Ça a provoqué un effet loupe sur l'essentiel de l'IA. C'est-à-dire qu'avant on parlait de l'IA, de la data, mais sans trop savoir de quoi on parlait. Peut-être qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas trop de quoi on parle, mais en tout cas, de parler de l'IA générative, ça a fait un espèce de catalyseur, enfin une mise en avant de ces métiers-là qui peuvent vraiment faire avancer
transformer en tout cas les métiers et tout le reste. Oui. Non, mais racontez-nous un petit peu justement ce phénomène-là et comment après on en arrive à d'avoir quelqu'un qui parle d'IA générative, qui vient vous voir pour de l'IA générative. En gros, c'est un petit peu ça aussi. Et qui repart avec autre chose. Ouais. Et qui repart avec autre chose. Oui, c'est vrai que ce qui s'est passé fin novembre 2022, avec la mise à disposition d'une boîte blanche dans laquelle on vous a dit écrivez n'importe quoi, vous allez voir, ça va vous répondre. C'est que du jour au lendemain, on est passé d'une situation dans le monde où, pour développer des projets d'intelligence artificielle en entreprise, il fallait avoir fait des études en informatique, à n'importe qui peut interagir avec un programme informatique dans sa langue naturelle. Donc, du jour au lendemain, tout le monde est devenu développeur de projets d'intelligence artificielle parce que... micro, non, mais ça doit être moi. J'ai dû mettre la main devant le capteur ou je sais pas quoi. Donc tout le monde est devenu potentiel créateur de projets d'intelligence artificielle parce que il a vu qu'il pouvait prompter l'intelligence artificielle. Et effectivement, alors j'ai dû employer cette expression effet loupe. De cette simple observation, on a découlé tout un discours ambiant autour de l'intelligence artificielle, cette révolution à absolument pas rater. Cette illusion aussi que LinkedIn est truffé d'experts IA qui peuvent vous expliquer comment gagner 4 heures par semaine en écrivant le prompt ultime ou alors comment ne plus jamais prompter de votre vie parce que, bon bref, je vous passe les détails. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que... alors est-ce que c'est un effet loupe ou une porte ouverte? En tout cas, ça a amené le sujet de l'intelligence artificielle dans le débat public. Ça a encouragé des politiques d'investissement, pour le meilleur ou pour le pire. Je pense que ce n'est pas le sujet de cette table ronde. Mais ça a aussi mis en lumière des choses que finalement on faisait déjà depuis des années. Là, tout à l'heure, dans les chiffres, il y avait les profils en tension, donc cybersécurité, ok, mais c'est des data scientists, des data engineers. C'est des gens en fait qu'on recrute dans les entreprises depuis bien avant ChatGPT, depuis bien avant Novembre 2022. Mais ça y est, maintenant on a l'impression de comprendre ce qu'ils font, ces gens-là. Et la grosse différence, elle est ici. Alors, l'IA générative, oui, et ce sera peut-être quelque chose sur lequel on reviendra, oui, c'est une révolution, ça a un impact sur les métiers, ça a un impact sur notre quotidien, ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact fondamental, mais il n'y a pas que l'IA générative et les véritables problématiques des entreprises. Je me retourne vers mon voisin, par exemple, qui a besoin de faire bouger ses AGV dans ses entrepôts. Elles n'ont rien à voir avec les problématiques d'IA générative. C'est des vrais sujets concrets, tangibles, pour lesquels, moi, je sais vous dire où sont les compétences. Et qu'on ne trouve pas facilement non. En Vendée, vous me disiez encore plus difficilement peut-être. Alors le problème, donc moi je suis pas là depuis très longtemps, j'ai fait mes études, j'ai commencé à Rouen, donc en Normandie, et puis j'ai passé 20 ans de ma carrière à Lyon. Quand je suis arrivée en Vendée, oui, alors sur mes 20 ans de carrière, j'en ai passé 17 en tant que maître de conférence à l'université. Et quand je suis arrivée en Vendée, je me suis dit, tiens, je vais peut-être retourner à l'université. Oui, j'en ai cherché une et je n'ai pas trouvé. Et je suis désolée de le dire comme ça, mais le problème de la Vendée, c'est le problème de l'enseignement supérieur. En fait, il y a quelques bons établissements, mais au-delà de Bac+3, il n'y a rien. Il n'y a pas de laboratoire de recherche en propre. Il y a une situation régionale et interrégionale qui est un petit peu compliquée. Et donc oui, c'est difficile d'aller chercher des profils expérimentés, des profils un peu qui ont un pied qui glisse vers la recherche aussi, ce qui est un peu nécessaire quand on fait des projets d'innovation. Je pense notamment à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'interface entre industrie et informatique, donc problématiques industrielles, automatisation et programmation. Aujourd'hui, on nous rebat les oreilles avec l'industrie 4.0. Mais oui, en fait, si on veut développer des projets d'industrie 4.0, c'est des projets d'innovation, c'est des projets pour lesquels il faut avoir une appétence pour la recherche, quasiment. Et en Vendée, il n'y a pas ça. De mon point de vue. Après, peut-être que je n'ai pas bien cherché. Appel à l'écosystème lyonnais. Bon, voilà quelques petits verbatims aussi qui ont été entendus.
L'IA demande du temps, c'est pas un produit qu'on achète sur étagère. Beaucoup fantasment sur une magie prête à l'emploi. Les IA génératives sont souvent utilisées sans respecter la charte informatique, risque de fuite, non-conformité RGPD, il faut acculturer les salariés. Et on a des clients pour et des clients contre. On va peut-être avoir des secteurs qui ne vont pas aller à la même vitesse. Donc ça, c'est une réalité aussi. Comment la révolution de l'IA, elle impacte, elle transforme les métiers, vous l'avez dit un petit peu. Peut-être que vous voulez rentrer un tout petit peu plus parce que sur le métier de développeur, c'est quoi l'avenir en fait du métier de développeur d'après ce que vous en voyez, et puis peut-être aussi après vous dans la pratique en entreprise et vous en formation. Amélie, je ne sais pas, je vous laisse. Il y aurait tellement de choses à dire. Alors, sur le métier de développeur, le sujet aujourd'hui, c'est le sujet de développer avec l'IA, de s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Alors, il y a c'est ce qui est dit, il y a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, c'était écrit dans les statistiques, augmentation de la qualité de la production de code, augmentation de la productivité, de la quantité de code qu'on peut, entre guillemets, produire à la minute, amélioration de l'aspect sécurité, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Et en même temps, il y a une grosse inquiétude que moi je vois apparaître auprès de tous mes collègues et amis lead développeurs, donc les seniors finalement dans le métier du développement, qui est qu'aujourd'hui on se demande comment les jeunes peuvent faire pour progresser lorsqu'ils travaillent au quotidien avec de l'intelligence artificielle. Moi j'ai appris à coder en me prenant des murs, ou plutôt en trébuchant sur des marches, dont la hauteur augmentait progressivement. Et c'est en me relevant à chaque fois que j'ai progressé et que je suis devenue senior développeur jusqu'à me rendre compte que c'est pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais les jeunes aujourd'hui, en fait, les marches, ils les croisent quasiment jamais parce que, alors, rares sont ceux qui font du chat GPT, mais GitHub Copilot ou que sais-je, Tab9, les outils qu'ils utilisent au quotidien se prennent ces marches pour eux. Résultat des courses, le jour où l'IA est en défaut, et que là, ils se prennent vraiment une marche, elle est bien trop haute pour être surmontée. Et donc, ils n'arrivent pas à progresser, ils n'arrivent pas à acquérir les bases, les automatismes pour monter en compétences. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me soucie énormément, c'est comment on fait pour apprendre à l'ère de la béquille de l'intelligence artificielle. Apprendre à apprendre. Continuer à apprendre. Ouais. Sandra Dubuisson. C'est cadeau. Ouais, puisque voilà. Merci, forcément, oui, ça me fait réagir parce que en tant qu'organisme de formation, évidemment, on a été confronté à cette question et on a dû réagir vite aussi. Donc ça a commencé au démarrage par des apprenants qui nous partageaient leur crainte en fait de l'apprentissage avec l'IA. Ils le faisaient sans que nous on l'ait vraiment cadré. Et au fur et à mesure des discussions, on s'est rendu compte qu'en fait les personnes utilisaient l'IA pour avancer vite, mais ne comprenaient pas ce qu'elle faisait. Donc nous, en tant qu'organisme de formation, ça nous a posé la question de comment on structure ça dans l'apprentissage et évidemment comment on l'amène en fait comme outil à utiliser à un moment particulier dans la formation. Donc c'est la réflexion qu'on a pu avoir cet été. On a du coup opéré un énorme changement dans notre programme de formation qui nous a amené à repenser vraiment les compétences à acquérir, notamment sur le principe au démarrage de l'algorithmie. Et donc de faire en sorte que les apprenants maîtrisent la capacité à découper du coup des problèmes complexes et surtout des compétences dites d'orchestration. Donc nous on tend vraiment vers ça. Bien évidemment, ça nécessite du coup d'avoir quand même des bases solides. Donc on fait les bases solides avec toute la logique algorithmique. Et ensuite, on utilise quand même l'IA, parce que de toute façon, maintenant, c'est un impératif. On ne peut pas passer à côté, et on le voit dans les entreprises aussi, l'outil est utilisé. Donc, pour permettre à nos jeunes d'apprendre dans les bonnes conditions, c'est leur permettre d'avoir un socle de compétences algorithmiques très solide, et ensuite utiliser en fait, les outils dans le quotidien. Mettre bien évidemment en place leur esprit critique et du coup passer en fait d'un développeur qui fait à un développeur qui supervise. Et donc ça, c'est ce sur quoi nous on se focalise aussi beaucoup aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour dire que pendant les entretiens, là, toutes les écoles les organismes de formation qui ont été interrogés, ils ont quand même dit qu'ils avaient mouillé la chemise aussi pour complètement retourner la table et adapter les programmes pédagogiques à cette révolution. Là,
début d'année 2025. C'était un gros travail. Peut-être que dans les échanges tout à l'heure qu'il y aura avec la salle, il y en a qui pourront en témoigner, mais c'était un sacré challenge, quoi. Dans les entreprises, comment ça se passe, l'IA, comment ça transforme vos pratiques, quelle formation vous mettez en place, comment vous évitez les risques de fuite, les non-conformités, tout ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe bien. Alors, avant d'aborder je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit avant. Je partage pleinement ce que vous venez de dire. Je pense qu'on n'a pas le choix, mais quelque part, même si on l'utilise, même si on n'a plus le choix, on utilise l'IA tous les jours. Ça laisse quand même perplexe sur la capacité de nos jeunes demain à réfléchir par eux-mêmes et à se construire. Ça, on est plus sur des débats philosophiques là, mais ça pose question de ne pas être effectivement confronté au problème et que ce soit l'IA qui le fasse. Et ben, la construction, même les plus petits, demain, on peut se poser des questions sur où est-ce qu'on va. Mais bon, toujours est-il que ça, c'est plus une réflexion très personnelle. L'IA chez Manitou, ben, écoutez, pour moi, dans le groupe, c'était pas un sujet technique en fait, parce que le groupe travaille beaucoup avec Google. Et Google nous a amené un paquet d'outils clés en main, prêts à l'emploi. Toute notre documentation est sur Google. Et donc, très vite, on a eu les outils qu'il fallait pour pouvoir répondre à un certain nombre de demandes. En fait, le sujet a été plus humain, c'est-à-dire qu'on a organisé un programme de sensibilisation, de formation. Parce que de l'activer, de mettre à disposition l'IA générative dans tous les outils qu'on utilise tous les jours, c'était très facile. Par contre, pour faire quoi? Comment on l'utilise? On a commencé à verrouiller aussi les chats GPT parce qu'on avait de la doc qui partait dans la nature, je ne sais où. Donc sensibiliser au fait que notre tenant de Google, les données de l'entreprise devaient rester dedans et petit à petit, on a fermé. À partir du moment où on a été capable de proposer des outils en interne. Et après, donc ce grand programme de sensibilisation fonctionne. Alors, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui disent, moi, je veux surtout pas l'utiliser, c'est pas, ou qui cherchent un petit peu. Et puis il y a des précurseurs qui veulent faire beaucoup de choses. La difficulté, de notre côté, c'est l'IA utile. C'est comment un collaborateur chez nous va pouvoir utiliser l'IA générative pour que ça lui rende un service au quotidien et pas juste histoire de tester en fait. Donc, et ça, ce programme-là amène ça. On a fait aussi des appels à candidature sur des projets. Il y a des gens qui viennent pitcher des demandes, ce qu'on appelle des use cases, pour dire tiens, ça m'intéresse, on pourrait gagner ça. Et donc là, l'IT vient se mettre à disposition de ces cas concrets pour que ça apporte de la valeur. Donc c'est vraiment, on est très orienté sur expliquer les choses, expliquer ce qu'on fait, à quoi ça sert et comment je peux l'utiliser tous les jours pour que ça me rende service en fait. Laurent-Guy, vous vouliez intervenir vous aussi sur comment vous utilisez l'IA, comment vous l'avez pris par ce taureau, par les cornes. Pour nos propres comptes. Donc déjà l'IA chez nous, mais comme chez tous les cabinets de conseil, c'est pas quelque chose de récent. Hein. On n'a pas commencé l'IA avec l'IA générative. On avait notre propre équipe IA et nos propres data scientists à l'époque, une trentaine depuis, je sais pas quand d'ailleurs, mais depuis très longtemps. Et donc on avait déjà des projets qui traitaient d'IA pour nos clients de longue date, notamment dans l'industrie, mais pas que. Donc ce qui a changé récemment chez nous, c'est évidemment avec l'arrivée de l'IA générative partout. En tant que cabinet de conseil en transformation, on accompagne la transfo, c'en est une. Et donc ce qui a changé, c'est maintenant que l'IA, elle est un peu partout auprès des consultants comme outil. C'est-à-dire qu'on a notre propre assistant, donc chez nous c'est Microsoft, mais bon, peu importe, hein, chacun a ses données dans son tenant, avec les bonnes clauses et les contrats qui permettent de mettre un certain type de données, pas toutes, évidemment, parce qu'on a des missions qui permettent pas d'utiliser ça, mais globalement quand même, tous les consultants sont aujourd'hui équipés d'un assistant. On n'a pas pris longtemps à cadrer des use cases, c'est vraiment un assistant que chacun peut utiliser
un peu comme ils le souhaitent. On a par contre toute une démarche de formation, de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs pour accélérer les choses et on espère que ça prenne le plus vite possible et on a quelques faire-vues du sujet pour leur propre compte. Je vous rejoins sur la question de l'apprentissage et de la montée en compétences des jeunes, notamment dans nos métiers. Qu'est-ce qui forme des jeunes consultants? C'est faire des slides, c'est faire des comptes rendus d'entretien, c'est tout ce que c'est faire une IA générative aujourd'hui. Heureusement, les IA génératives là-dessus sont encore mauvaises quand on rentre sur des sujets d'expertise et des sujets de fond. Ça ne va pas durer. Donc pour l'instant, de toute façon, on voit vite, c'est comme dans les restitutions d'examen, on voit vite ce qui a été fait avec l'IA et ce qui n'a pas été compris. Donc ça permet de rectifier le tir et de remettre les points sur les i lorsque nécessaire. Ça pose la question à moyen terme quand même, et je ne parle pas de long terme, mais je parle dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand les sujets d'expertise seront maîtrisés, qu'il faudra non plus avoir la connaissance, mais l'esprit critique qui va bien pour être sûr qu'on a le bon niveau d'expertise, et la question du volume pour former les jeunes dans les bonnes conditions. Donc voilà pour nos propres comptes. Après, l'IA, ce qui a transformé aussi, ce que ça a transformé chez nous, c'est que là, je parle d'assistants pour nos propres collaborateurs, mais finalement, là, c'est que l'outil. Dans nos missions, ça a aussi transformé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, c'est le principal sujet de transformation, si on regarde en volume de chiffre d'affaires, dans tous les secteurs d'activité. Et ce n'est pas un sujet techno, c'est un petit peu ce que vous disiez. C'est par exemple la plus grosse mission qu'on a eue à Nantes cette année, c'était un sujet d'organisation dans une grande assurance. Quelle gouvernance je mets en place au niveau du COMEX et en descendant à tous les niveaux pour être sûr d'avoir la bonne dynamique sur l'émergence des use cases, le bon niveau de priorisation avec les questions de protection des données, de sécurité, d'éthique. Là, le sujet des compétences de demain, et des filières, emploi, formation et carrière. Et donc, c'est des sujets qui touchent tous les consultants et toutes les missions, mais pas que sur les sujets informatiques et technologiques. Quelqu'un a envie de réagir sur la table ronde, là, sur ce qui est... Oui, allez-y, Catherine Aldo-Mallet, pardon. Oui, je veux bien. Alors, on utilise aussi l'IA de notre côté dans les différents outils, notamment dans les outils justement de rapprochement entre demandeurs d'emploi et puis entreprises. Alors bon, avec charte éthique, tout ce qui va de pair, on l'utilise aussi vraiment pour, j'allais dire, prendre en charge des tâches qui jusque-là étaient répétitives, plutôt jugées administratives, et donc pour faire vraiment évoluer le métier aussi sur la relation humaine, ce qui est vraiment attendu aussi bien vis-à-vis des demandeurs d'emploi que vis-à-vis des entreprises. Et donc, c'est plutôt le sens qu'on a donné aujourd'hui à l'utilisation de l'IA. Donc, jusque-là, en tout cas, les tâches qui sont prises en charge ne sont pas des tâches sur lesquelles on avait nécessairement des ressources qu'on voulait trop figer, on va dire. Voilà. Sur l'IA, je ne sais pas si ça fait réagir dans la salle ou pas, si on laisse une petite question-réponse ou d'expérience. On a 5 minutes si vous voulez. Ce sera à la fin, vous avez le temps de réfléchir à vos questions. Parce que sinon, j'aimerais bien qu'on revienne aussi. L'IA, ça complexifie la cybersécurité. En fait, IA, cybersécurité, ça matche bien ensemble. Je voulais avoir votre retour, vous, Laurent Guillet, sur la cybersécurité, puisque c'est une de vos expertises. C'est en pleine croissance. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 du côté de la cybersécurité pour expliquer ce boom, entre autres? Rapidement. C'est un boom de plus, parce que le boom de la cybersécurité, c'est quasiment tous les ans depuis bien longtemps. Si on fait un petit peu une rétrospective sur les 18 derniers mois, il y a eu quand même l'événement JO, qui a été un événement sur lequel toute la France s'est préparée à des attaques, certaines ayant été bloquées, donc heureusement qu'on s'était préparé, mais qui ont finalement été assez peu impactantes, et tant mieux. Donc ça a été un événement majeur qui a drivé un petit peu le sujet de la cybersécurité. Et puis, on a été aidé par tout le contexte géopolitique, les tensions, notamment avec les États-Unis, les taxes, etc., le mouvement d'augmentation massive des tarifs de certains opérateurs américains. Couplé à ça, les tensions géopolitiques de type guerre, avec des manœuvres de déstabilisation et de cyberattaques orchestrées par des États, qui ne font pas eux-mêmes, mais qui payent souvent aux finances des groupes pour le faire. Bon, bref, le marché de la cybersécurité se porte bien pour ces raisons-là, qui sont des raisons malheureuses, mais les entreprises, les organisations publiques, tout le secteur, doit se protéger contre tout ça. Donc c'est sûr que le marché est dans une dynamique plutôt positive et en croissance grâce à ça, et en plus tiré par l'IA, côté attaquant comme côté défenseur. Donc ça fait aussi des perspectives pour tout le monde pour continuer à attaquer ou se défendre au bon niveau. Alors du coup,
ça permet aussi d'enchaîner avec ces profils qui sont difficiles à trouver, on l'a dit, des experts cybersécurité, experts IA. Comment on les attire et comment on les garde, ces talents. Ce qui ressort là des échanges encore, bon, c'est encore écrit petit, peut-être que ceux qui sont au fond ne le verront pas trop. On va pour l'instant faire les colonnes de droite, fidélisation, comment on fidélise. Donc on voit que le turnover semble se calmer. On parle de soft skills clés, ok, ça, on en a parlé tout à l'heure, mais des stratégies d'entreprise pour avoir des espaces de travail plus attractifs, du coworking, plus de design dans son entreprise, des coworking externalisés, enfin délocalisés. Je pense à vous, à Ancenis, avec des coworking à Nantes pour retrouver plus facilement des profils, de la formation en interne, de plus en plus d'engagement RSE aussi. Puisque du côté de l'attractivité, on voit que les attentes des candidats là-dessus, sur le sens du travail, sur les valeurs de l'entreprise, ça reste toujours très fort. Ce qui revient souvent, c'est l'équilibre vie privée, vie pro, peut-être un peu moins sur la rémunération, même si les salaires ont une progression modérée en 2024-2025 par rapport aux années folles des années 2020, 21, 22, mais on a quand même plus 8,85% en Pays de la Loire, 1,65% en Bretagne. Et puis le télétravail, quand on a fait le tour de toutes les popotes, là, le modèle hybride, 2 jours par semaine, ça semble être devenu la norme. Ça, c'est pas surprenant, on l'entendait depuis un petit moment déjà, mais le full remote, ça se retrouve quasiment plus, c'est rarissime. Et par contre, le 0 jour de télétravail, c'est dissuasif. Les candidats, compliqué de les avoir là-dessus. Brice Aubert, quels sont les leviers là, des entreprises pour attirer des candidats et les fidéliser? Comment ça s'est structuré ces dernières années? Vous l'avez vu, vous, cette évolution de quelque chose de plus préparé, plus accueillant, des packages plus beaux. Ouais, en fait, on a un peu abordé, déjà, la slide a résumé pas mal ce que vous venez de dire, l'idée. Mais en fait, c'est surtout, il faut reprendre que le marché, on le disait tout à l'heure, il s'est équilibré entre candidats et entreprises. Donc, les entreprises, finalement, elles ont toujours aujourd'hui proposé un cadre qui était, pour la plupart, comment dire, sympathique, on va dire, ou attractif. C'était juste qu'ils étaient confrontés surtout à une concurrence qui était hard. Et aujourd'hui, les candidats, finalement, comme cette concurrence, elle existe moins, ils font beaucoup plus attention aux entreprises, à ce qu'ils offrent, le cadre et les projets. Je disais tout à l'heure, les projets sont vraiment ce qu'ils apprennent très important. Et puis après, on en reparlera peut-être par la suite, mais tout ce qui est les politiques RSE aussi des entreprises, le cadre de travail, on en a parlé, c'est clairement, il faut du télétravail. Un petit peu, mais pas trop. Un petit peu, mais pas trop, mais il en faut. Hein. Si on n'en met pas du tout, c'est très compliqué. Et puis après, il y a l'IA, on l'a dit, les outils qu'ils vont proposer, etc. Donc le projet global de l'entreprise, il rentre. Après, moi, mon prisme, il est compliqué parce que je recrute maintenant que, comme je disais, des gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience. Les clients viennent nous chercher pour ces profils-là. Et souvent, c'est des gens qui ont déjà, un certain âge, qui cherchent finalement à plus se poser dans une entreprise pour du long terme et qui courent moins après finalement une rémunération, mais plus après des choses que sont plus capables de faire une entreprise qu'une évolution de salaire tous les ans, mais plutôt un projet et une continuité, quoi. Donc, une qualité de vie. Ouais, une qualité de vie, voilà. Et puis après, il y a l'attractivité aussi. On pourrait parler de l'attractivité en fonction des villes. C'est sûr qu'on est à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, on attire beaucoup plus que si on est peut-être à Ancenis, encore Ancenis. Petite nuance cependant, puisque dans les entretiens, là, ce qui est remonté, c'est que les villes petites, même en Vendée, attirent. Les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon attire. En fait, Quimper, Brest attire. Lorient. Et là, sur l'attractivité, en fait, clairement, les entreprises ont la même attractivité, quoi. Ont des projets communs avec des grandes villes. Par contre,
ces entreprises se font moins voir par elles-mêmes et aussi par leur ville en soi. Et du coup, clairement, de se faire aider là, pour le coup par des organismes, des cabinets ou autres, ça permet en fait d'aller se montrer auprès de personnes. Mais quand on cherche, en fait, franchement, on trouve, parce qu'il y a tout le monde recherche l'idée, par exemple, d'habiter en SNI, sauf qu'ils pensent, les personnes, en retour, qu'ils ne peuvent pas y aller, en fait. Ils ne savent pas, chacun, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas recruter, et les autres, ils ne pensent pas qu'ils puissent aller dans des villes, en fait, qui sont de beaucoup plus de taille que Nantes ou Rennes. Voilà. Donc il faut, quand on cherche, honnêtement, on trouve les personnes, puis après aux employeurs de rester ouverts à former, et il n'y aura pas de problème. Comment on fait pour venir à Ancenis, pour faire venir les gens à Ancenis, pour faire savoir que vous existez? Il y a le train. Alors, qu'est-ce que vous c'est mettez vrai en place? qu'il y avait eu, les RH avaient fait une grande campagne à un moment donné où on était affichés dans les différentes gares et autres. Il y a comment venir quand on est à Ancenis dans l'IT, puis dans une boîte industrielle aussi. On n'est pas une start-up. Donc ça, il y a la double peine. Écoutez, alors pour revenir déjà sur les questions sur des métiers en tension, j'ai occupé la fonction des RSSI pendant le temps que je recrute un nouveau CISO chez nous, et j'ai travaillé avec les gars de la cyber. Un facteur, par exemple, ce sont des gens qui restent chez nous tant qu'ils apprennent des choses. La cyber, ça bouge tout le temps. Et donc, tant qu'ils arrivent à avoir des nouvelles plateformes, des nouveaux outils, aller voir les gens, etc., tant qu'ils apprennent, ils sont passionnés, c'est des gens vraiment passionnés et qui restent dans l'entreprise à partir du moment où ils continuent d'apprendre. Donc ça, c'est un point important. Après, c'est sûr, moi, j'ai poussé un peu les usages dans une ancienne entreprise, Manitou, très industrielle, où il fallait que tout le monde soit sur site. Eh bien, donc le coworking, c'est d'ouvrir un endroit sur Nantes pour pouvoir proposer un mix entre le télétravail, le coworking et venir à Ancenis. Donc c'est une sorte de mix qui marche bien pour essayer d'attirer. Puis après, c'est la vie de l'entreprise. Après, la marque employeur, le fait de travailler pour une entreprise industrielle où on voit des machines, on produit quelque chose, donc forcément, ça attire un peu. Mais par exemple, quelque chose dont on n'a pas parlé lors de la préparation de cette table ronde, on vient de lancer un programme, donc on est au début, ça s'appelle le Long Stay Programme ou Long Stay Campaign. L'idée, c'est de dire, comme on a de l'IT en France, aux États-Unis, en Inde ou en Italie, c'est pour des jeunes, à partir du moment où ils ont eu 1 ou 2 ans, de dire on va ouvrir des Airbnb ici sur 60 jours, parce qu'il y a des visas qui peuvent être valables 60 jours, et un collaborateur américain, un jeune, il va pouvoir venir à Ancenis pendant 60 jours, il va faire le même job que ce qu'il fait aux États-Unis, mais juste en décalé au niveau des heures. Il va être payé par la boîte américaine, mais il va pouvoir rester ici avec un tuteur. On va juste financer la maison et une voiture qu'on va prendre dans Donc ça, c'est typiquement des petits programmes pour que ça crée de la motivation pour dire je reste parce que je vais pouvoir entrer dans le programme. Ces jeunes qu'on la bougeotte sans Exactement. arrêt, et donc, on va avoir la même chose pour aller en Inde ou aux États-Unis. Et au moins, ils arrivent dans un contexte où ils sont suivis. Ça, c'est des petites initiatives qui font que c'est intéressant aussi de venir à l'IT du groupe. Intéressant. Et vous, Laurent, alors, comment vous faites pour attirer, fidéliser vos profils, vos talents? Donc pour attirer, on fait beaucoup de choses, mais effectivement, ce qui va motiver les gens qui viennent nous rejoindre, les jeunes qui nous rejoignent, donc c'est l'envie d'apprendre. C'est quand même un des fondamentaux du métier du conseil. Et ce qui va les faire rester, dans le conseil en tout cas, c'est la progression permanente sur les nouvelles compétences, les nouveaux sujets, innovation technologique, transformation métier, mais aussi sur le parcours de carrière. C'est-à-dire être sûr que quand j'arrive consultant junior, je passe consultant senior, etc. Donc on essaye d'être dynamique sur les 2 aspects et de pousser chacun à son plein potentiel sur ces 2 dimensions-là pour que les gens se plaisent bien et puissent progresser. Après, on est dans un métier dans un secteur où le turnover est quand même assez important. Donc heureusement, on arrive à sous-performer l'indicateur du secteur et le marché étant moins tendu en ce moment, on est même en deçà de nos objectifs et tant mieux pour nous. Et pour faire ça, ça reste un taux qui est à plus de 10% quand même de turnover, donc faible pour le conseil, mais par rapport à d'autres organisations,
je me retourne vers pas mal d'homologues, je pense que c'est beaucoup plus que dans toutes vos organisations, il faut quand même mettre un effort très important sur le suivi individuel des collaborateurs. Et donc, on est vraiment à l'écoute permanente avec des dispositifs de management à tous les niveaux, à tous les moments de carrière et les moments de vie, avec du collectif pour être sûr d'être équitable et d'avoir des carrières dynamiques sur l'ensemble des dimensions. Donc, par exemple, on n'a pas de dispositif d'échange internationaux entre nos pays, mais je note l'idée. On pourrait voir ça peut-être à l'avenir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on a des bons collaborateurs qui font des demandes de mobilité à peu près où dans le monde, où on a des bureaux, on peut créer des bureaux pour ça quand même. Et des Airbnb. Et non, on n'a pas besoin du Airbnb. On étudie toutes les demandes de mobilité, même s'il n'y a pas de poste ouvert dans la géographie, dans le pays cible. Et donc, on a des gens qui ont une carrière assez internationale parce qu'ils ont la bougeotte, parce qu'ils veulent aller dans pas mal de géographies et parce qu'en fait, qu'on fasse du conseil en Suisse, aux US, à Hong Kong ou en France, objectivement, ça reste les mêmes sujets de transformation des entreprises, des organisations. Donc, les compétences et les grades sur le parcours conseil sont les mêmes et sont aussi utiles dans les différentes géographies. Et sur la rémunération, en revanche, personne n'a réagi là sur le package, les rémunérations qui augmentaient, les prétentions en tout cas des candidats qui arrivaient avec des prétentions assez folles. Là-dessus, c'est redevenu quelque chose de... Oui, après on suit un peu le marché, mais non, de ce côté-là, c'est revenu à des choses comparables à ce qu'on avait avant. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Je pense que l'attractivité... c'est un tout. Hein. Certes, il y a le salaire, il faut payer les gens au bon niveau, mais et on l'a dit tout à l'heure, hein, les jeunes qui viennent chez nous, ils viennent pas chercher un salaire, ils viennent chercher autre chose que ça. Hein. Chez vous, Efstone ? Donc, alors nous, on a pour bien comprendre, on a une politique de rémunération qui est différente par pays, mais qui est transparente. Je pense qu'elle est même accessible, peut-être même sur ChatGPT, en tout cas sur Internet, puisqu'on a des grilles de salaire repères par grade, qui sont en gros l'engagement minimum que chaque consultant a dans un grade donné. Donc nous, on est très transparent et très ouvert à la discussion sur ces sujets-là avec l'ensemble de nos consultants qui ont donc accès à ces grilles-là. Et donc, il n'y a pas de risque, enfin, il n'y a pas de risque, il y a toujours des risques, mais on minimise, disons, les risques d'inéquité ou de distorsion de réel ou de perception. Voilà, donc déjà, c'est très égalitaire dans le système. Après, on s'adapte quand même au marché, c'est-à-dire que consultants au Maroc, aux États-Unis, à Hong Kong ou en France, les grilles sont évidemment pas les mêmes. Il y a la réalité du marché, vous le soulignez tout à l'heure, on est confronté à chaque fois à des marchés qui sont différents. Mais néanmoins, on a par exemple en France une politique qui est unique, encore que Paris Région, il y a quelques disparités, mais tout est transparent. Et donc en fait, comme c'est transparent, affiché et publié même sur l'intranet, on a peu de cas de consultants, enfin de candidats du coup, qui viennent négocier un salaire. On leur explique le principe de la politique salariale, on leur explique que comme elle est partagée, commune à tout le monde, on ne fera pas d'écart, et donc elle est assez stable, et donc il n'y a pas de course au salaire à l'embauche. Si quelqu'un ne veut pas notre salaire, à la limite il va voir ailleurs, mais ce n'est pas une marge de négociation à l'embauche. Par contre, dans les 3-4 dernières années, quand même, il y a eu un rattrapage sur le secteur du conseil, et j'imagine sur tous les autres secteurs aussi, où on a dû augmenter les salaires repères de beaucoup de grades. Je crois de mémoire des grades consultants à manager, ce qui fait à peu près les 3/4 des grades, et de manière significative. On a dû augmenter nos grilles de plus de 15%, je pense, au total, sur ces différentes, sur pas mal d'années, hein, mais pour rattraper, enfin pour suivre tout simplement un marché, on n'était pas en retard, mais pour suivre un marché qui augmentait fortement. Depuis, je crois, 2 ans, on n'a pas eu ce mouvement-là, donc on est un marché plutôt qui s'est stabilisé sur nos niveaux de salaire, en tout cas en France. Et tant que vous avez le micro, sur les demandes des candidats, là, l'appétence des candidats pour le numérique responsable, les valeurs, les projets à impact, ça c'est quelque chose des revendications que vous voyez plus souvent encore ? Oui, alors là, on en parlait tout à l'heure, mais les attentes des candidats, du coup, comme ils ne peuvent pas négocier le salaire chez nous, vous l'avez compris, se tournent vers autre chose peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas pour ça qu'ils viennent nous voir. Et effectivement, pour faire un certain nombre d'entretiens de recrutement, on voit bien que le sujet de l'engagement de l'entreprise, la démarche RSE, la stratégie, le numérique responsable sont des questions qui viennent directement, qui viennent beaucoup plus souvent qu'avant. Parfois dans des dimensions un petit peu trop fortes pour nous, hein, quand un candidat dit ne pas vouloir travailler avec des secteurs d'activité complets, avec des entreprises françaises. On a une charte éthique avec des limites qu'on s'est fixées. On n'intervient pas n'importe où dans le monde sur n'importe quel gouvernement pour des missions de conseil.
Par contre, on ne va pas non plus faire du spécifique par consultant. On a une charte entreprise. Soit on adhère au projet d'entreprise, soit, encore une fois, on va chercher ailleurs. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'être transparent sur ce que fait Westone. On essaye d'être exemplaire sur ces sujets-là, parce que marché concurrentiel, il faut recruter les meilleurs candidats, il faut les garder dans la durée. Donc on essaye d'être acteur, hein. On a plein d'indicateurs et de stratégies autour de notre stratégie RSE qu'on publie et qu'on suit. Donc on essaye d'être transparent avec les candidats sur quelles sont nos ambitions, où on va, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et ensuite, ils prennent une décision éclairée sur le fait de nous rejoindre ou pas. Mais clairement, c'est des discussions qu'on a beaucoup plus qu'avant en entretien de recrutement. Donc vous avez rempli l'enquête sur la maturité numérique responsable. Vous avez jusqu'à demain. C'est rempli. Minuit. Oh là là. Allez, je voudrais qu'on parle un petit peu de diversité et de mixité. Les femmes dans le numérique, il y a eu effectivement encore des questionnements, mais on plafonne. Hein, on a toujours 18% de femmes dans le secteur du numérique. Ça n'évolue pas. Au Pays de la Loire, 18% des salariés du numérique sont des femmes versus 54% pour tous les autres métiers. Donc, et dans les filières d'apprentissage, on est à 20, 24 de femmes formées. On n'arrive pas à avoir des profils qui arrivent. Donc, je commence avec peut-être vous, Catherine Adnomalé, sur la place des femmes dans le numérique. Comment vous poussez, quels dispositifs vous mettez en place pour essayer de promouvoir cette mixité-là? Alors, peut-être aussi compléter par rapport à ces 18%, 20% dans les fonctions techniques, 12% dans les chercheurs en IA, donc voilà. 6% dans les développeurs pro, enfin c'est un vrai sujet, hein, et c'est un sujet aussi dans les formations initiales. Donc le sujet est au-delà en fait des métiers. Donc ce qu'on travaille, c'est effectivement avant tout l'attractivité, donc c'est d'attirer vraiment les femmes sur ces métiers, avec clairement des dispositifs et des dispositions qu'on prend qui sont spécifiques aux femmes. Vous évoquiez tout à l'heure 60 à 70%, je crois, dans certaines sessions de formation de femmes. Voilà, on prend les mêmes dispositions en ce qui nous concerne sur soit certaines sessions de formation, soit sur des prestations qu'on peut mettre en place et qui vont être vraiment destinées à attirer les femmes. On développe aussi un certain nombre d'outils à distance, puisque là on est parti aussi sur une stratégie sectorielle en matière de plateforme, donc où du coup on va également mettre des éléments qui vont être sans doute plus spécifiques aux femmes sur certaines filières, typiquement sur le numérique. Donc voilà, ça fait partie de notre stratégie, avec toujours, on l'évoquait tout à l'heure, j'allais dire des belles histoires, des exemples, des personnes qui se sont reconverties aussi, de façon à ce que des personnes puissent s'incarner dans les histoires qu'elles entendent. Sandra Dubuisson, vous allez nous dire aussi ce que vous mettez en place, parce pour attirer des profils. Et qu'est-ce qui bloque? Ça se passe où, en fait, le manque d'appétence des femmes pour le numérique? Ça se passe déjà au démarrage, comme on le disait. Les femmes ne s'imaginent pas qu'elles peuvent faire ces filières-là. Les jeunes filles, les jeunes filles, pardon. Les écolières, les collégiennes, ça va là. Oui. Je crois, oui, c'est ça. Elles sont 2,5% à prendre les filières, en tout cas l'option scientifique, au lycée. Donc déjà, ça passe par là. Donc sensibiliser évidemment sur le fait que c'est possible, arrêter cette espèce de clivage, t'es pas bon en maths, tu peux pas y aller, t'es bon en littérature français, du coup tu vas faire une autre filière. Ça, c'est vraiment les marronniers qu'on entend tout le temps mais qu'on doit complètement casser. Et après sur nous, ce qu'on fait à Datech School, forcément, c'est notre positionnement. Donc nous, notre objectif et notre ambition, c'est de former des femmes pour diversifier les équipes tech. Initialement, l'ambition, c'est ça, c'est du coup de faire en sorte que des profils qui ne pensent pas qu'elles peuvent accéder à ce secteur-là, à ces métiers-là, de pouvoir y aller et de se former du coup dans les bonnes conditions. Alors les bonnes conditions, c'est quoi? Les bonnes conditions, c'est surtout pour les femmes ce qu'on appelle un safe space, cette notion de cadre en fait qu'on va poser, qui va permettre aux femmes de se sentir en sécurité dans leur apprentissage, dans leur formation. Donc il y a toute la notion de communication, d'écoute, de partage et d'échange qui est très forte et que nous on met en place dans nos formations.
Et puis après, il y a un des éléments qui peut aussi empêcher des femmes d'aller dans ce secteur-là, c'est justement le fait que déjà, il y en a très peu. Et quand elles y sont, en fait, elles se sentent complètement isolées parce qu'elles sont les seules dans certaines équipes. Et donc ça, c'est aussi très dur à gérer sur la durée. Et c'est pourquoi aussi, souvent, elles quittent finalement le secteur au bout d'une dizaine d'années. Nous essayons de féminiser les équipes. 25% de femmes dans la DSI de 204 collabs. Je pousse le cabinet à me proposer des profils féminins. C'est vous, ça, Nicolas Beaugneux? Alors oui, en plus, le chiffre était pas tout à fait le bon. En fait, à l'IT, en France, on est 28% il y a 28% de femmes. Donc après, suivant les pays, c'est un peu différent. Les US sont un peu en retard, mais sinon, en Inde, par exemple, on a aussi pas mal de femmes. On essaie de recruter des femmes à compétences égales. En tout cas, on passe des messages. Moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de femmes. J'ai un codir de l'IT qui est 100% masculin. Et comme je le dis, on a un directeur technique qui a changé. Et le cabinet avec lequel j'ai travaillé, je dis, si on peut avoir une femme, j'aimerais avoir une femme au codir. Et on n'a pas réussi. Zéro candidat proposé est une femme. Alors c'est sûr, on parle de plateforme technique, c'est super masculin. Il n'y en a pas, on ne trouve pas. Et c'est pas faute de vouloir. Voilà, donc l'année prochaine, on refera encore des questionnements sur la place des femmes. On y arrivera peut-être, on y arrivera. Le mot de la fin, puisqu'on arrive au bout de cette table ronde, sauf s'il y a des questions là sur la place des femmes dans le numérique, s'il y a des histoires que vous avez envie de raconter. Vous aurez le micro à un moment. Ah, allez-y, attendez, hop. Je fais tout en même temps. Allez-y, je vous en prie. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et puis vous... Bonjour et merci pour vos interventions. Je m'appelle Naïma Panel, je suis en reconversion justement en tant que développeuse. Et donc j'ai eu une première expérience de formation reconversion bootcamp l'année dernière. Sur 30, on n'était que 4 femmes. Et je crois qu'il y en a 2 qui sont... On était 5 au départ et finalement on n'était plus que 3. Et récemment, j'ai suivi une formation en ligne de Paris-Saclay sur agir sur les violences sexistes et sexuelles. Et je pense, pour faire écho avec ce que vous venez de dire par rapport à la notion de safe place, que ça y est pour beaucoup du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, parce que c'est une charge mentale supplémentaire dont on ne se rend pas forcément compte, mais le fait que les milieux soient effectivement encore beaucoup masculins, l'ambiance est très masculine, et c'est vrai que si on appuie dessus, il pourrait y avoir plus de femmes qui seraient amenées à venir dans ce milieu-là. Voilà. C'était mon intervention. Très bien, c'est toujours bien d'avoir des retours du terrain. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou poser une question ? Moi, je veux bien réagir. Oui. Alors, c'est un aspect, je suis d'accord. Et j'en rajouterai un deuxième. Ce matin, j'étais pour ADN Ouest sur une table ronde du l'IT Tour du monde informatique. Et c'est pas que j'étais la seule femme du programme, c'est que j'étais la seule femme de la pièce. Ah. Voilà. À l'exception, et avec, alors on était 2 en vrai, mais il y en a une qui n'est pas restée jusqu'au bout parce qu'elle n'avait pas une table ronde. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'être une femme dans le milieu de la tech, c'est pas la question d'être une femme dans le milieu de la tech, c'est d'être une femme dans un milieu d'hommes, parce que je connais des femmes qui sont dans le milieu de l'industrie et qui ressentent la même chose. C'est aussi prendre une part du gâteau qui est beaucoup plus grosse que les gens qui peuvent la partager. Je vais vous donner un retour d'expérience très personnel. Ah, allô. J'ai été maître de conf à l'université pendant 17 ans. Et à l'université, ça fait très longtemps que la parité est obligatoire. Dans les conseils scientifiques, dans les conseils d'administration, dans les évaluations de thèse, dans les encadrements d'étudiants. On était 4% de femmes dans le laboratoire d'informatique et on devait être présente à 50% dans les instances d'évaluation. En fait, 4% de femmes dans mon équipe, c'était moi. Voilà. Donc je devais être présente dans toutes les instances d'évaluation. En plus, je devais faire mes preuves, parce que j'étais une femme, donc j'étais moins bien. La preuve, si j'avais été bien, on aurait été plus nombreuses, quoi. Si les femmes étaient l'égale des hommes, on serait plus nombreuses. Mais bref, c'est le serpent qui se mord la queue, vous voyez. Donc il y a ça aussi. Les violences, je suis tout à fait d'accord, c'est important. La notion de safe place, c'est hyper important.
Mais plus généralement, en fait, la question de l'équilibre est hyper importante. Quand on est une femme au milieu d'un monde de bonhommes, il faut faire ses preuves sur tous les sujets. À la rigueur, il n'y a que le sujet technique qu'on ne remet pas en cause. Ça fait réagir? Ouais. C'est comme tu veux, ça me fait bouger. Merci pour vos interventions. Pierre-Antoine, je travaille dans une école d'ingénieurs et je suis en relation entreprise. J'avais une interrogation pour justement les entreprises. Est-ce que ça vous arrive également de faire participer des associations justement d'inclusion, type des associations comme Elle Bouge, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, pour désacraliser un petit peu ce domaine-là très, très masculin et l'ouvrir au milieu, je dirais, féminin. Et je pense que ce travail-là doit être fait dès le lycée, puisque là, sur notre rentrée, pour parler de notre école, on a une vingtaine d'étudiantes sur plus d'une centaine d'étudiants en première année. Donc effectivement, ça fait un quart, voilà, ça fait un petit peu moins d'un quart. Donc je pense que le problème, faut le prendre à la racine, personnellement. Mais vous, côté entreprise, est-ce que ça vous arrive effectivement de faire des interventions avec des associations d'inclusion féminine? Merci. Alors, un petit peu, pas assez, au travers de l'ADN, parce qu'à l'ADN, il y a aussi des promotions pour, par exemple, proposer des sessions de développement aux jeunes filles pour essayer de coding. Voilà, pour essayer de leur de casser un peu les codes. Donc non, on intervient assez peu, effectivement. Peut-être qu'il faudrait le faire plus. On a aussi des journées où on a un certain nombre d'actions qu'on peut faire qui sont à disposition des employés. Ils ont une journée par an qu'ils peuvent donner à soit des causes humanitaires, soit des causes RSE, mais ça peut être aussi dans les écoles pour aussi expliquer leur job. Et donc ça peut faire partie aussi de ce type d'action. Alors, à notre niveau, on a pas mal de choses autour de l'égalité homme-femme. Je vais prendre le sujet de plus général et je vais aller à votre point spécifiquement après. C'est un des engagements autour de notre stratégie RSE. Aujourd'hui, on a un indicateur qu'on pilote pour déjà vous donner le cadre au niveau de l'entreprise sur ce sujet-là spécifiquement, sur notre performance. C'est est-ce que dans nos différents niveaux de management, on a la même part de représentativité des femmes que dans nos collaborateurs? On n'y est pas, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques années. Et donc ça, c'est l'indicateur qu'on publie et vous avez accès et qu'on suit dans la durée. Au total, à Nantes aujourd'hui, on est autour de 25%, 28% de femmes. J'ai pas le chiffre exact. Il y a des arrivées, des départs, mais vous voyez autour de quoi on traite. Et c'est pas suffisant. On n'est pas loin de l'objectif du management. Enfin, on n'est pas très très loin dans les effectifs du management. Il y a moins de 5% d'écart. Mais néanmoins, au global, on est trop bas. Et c'est pour ça que je voulais passer au deuxième point. C'est qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de talent féminin? Parce qu'on peut pas nous se dire aujourd'hui, on veut 50% de femmes dans le management. Là où dans les équipes, oui, on subit un petit peu les difficultés de la filière sur le taux de féminisation en entrée, et donc on a les candidats qui arrivent aussi sur le marché. Néanmoins, il y a tout un vivier de femmes du coup qu'on ne voit pas, qui seraient certainement excellentes et qui s'éclateraient dans le monde du conseil, et donc on aimerait aussi pouvoir les recruter et travailler avec elles. Et donc c'est là qu'on œuvre sur un certain nombre de dimensions à côté. Donc par exemple, et j'en parle parce que c'est une actualité de la semaine dernière, Wavestone a signé un partenariat avec le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, pour justement contribuer au développement de la féminisation de la filière sur le volet cybersécurité, aider le développement des compétences. Donc ça, c'est l'action la plus récente, c'est pas nouveau, on intervient aussi sur le Women for Cyber et certainement plein d'autres environnements que je maîtrise moins. Et on a aussi des plans d'action internes, notamment, tout à l'heure ont été dites des choses intéressantes, il y a aussi le manque de légitimité qui vient dans les sources de non-entrée dans la filière. Donc l'accompagnement vers la cybersécurité de profils qui, même chez nous, ne sont pas forcément en cyber en arrivant, fait partie de nos actions, par exemple. On a aussi des dispositifs d'attention particuliers, je vais les appeler comme ça, à des moments de carrière particuliers pour nos femmes qui sont chez nous, pour s'assurer d'avoir le bon niveau d'équité, le bon niveau d'évaluation, la bonne dynamique de promotion sur l'ensemble de la carrière et dans des moments particuliers. Et par exemple, le retour de parentalité, pour être très concret, c'est des choses où on a une attention toute particulière
à être sûr qu'il n'y ait pas de difficultés. Et on a, par exemple, formé tous nos collaborateurs sur l'ensemble des biais inconscients, sur le sexisme ordinaire, sur des choses comme ça, des formations obligatoires. 100% des collaborateurs l'ont fait et c'est rejoué régulièrement. Et y compris dans nos équipes de recrutement, sur nos chargés de recrutement interne, on a des formations spécifiques pour être sûr que dans le sourcing, on voit plus facilement des profils masculins parfois, mais pour gommer ces biais, il faut être sûr qu'on ait le bon niveau de sourcing aussi sur les profils féminins. Et donc, ils ont eu une formation en plus complémentaire pour être sûr de sourcer au bon niveau. C'est par petites touches, on ne va pas révolutionner le monde tout de suite, mais effectivement, c'est un enjeu fort et on essaye d'y contribuer à notre échelle. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que je peux vous poser une dernière question ? À ceux qui ont envie de répondre, parce que je ne pense pas vous l'avoir... c'est une question qui sort du chapeau. Donc, si vous aviez à retenir une tendance majeure à surveiller ou une compétence clé à développer pour 2026, quelle serait-elle ? En un mot, une phrase. Parle qui veut. Personne. Si vous êtes toute seule, si personne ne prend la parole, vous avez le droit à 5-6 phrases. Ok. J'ai entendu dans cette table ronde que les jeunes étaient en attente de projets d'entreprise solides et avaient des exigences, notamment environnementales. Et je ne le vois pas dans les faits, alors je vais surveiller. Ok, on va tous surveiller. Vous avez parlé de compétences. Moi, je reviens sur l'esprit critique. L'IA, la transfo, elle est encore devant nous, liée au niveau, liée au développement des compétences, à la transfo des métiers. Et dans les compétences de demain dont on va avoir besoin, ce ne sera plus les compétences d'expertise, de connaissance, de savoir, mais l'esprit critique sera de plus en plus prégnant. Les autres ? Ouais, pour compléter, mais du coup, c'est pour moi une continuité, cette notion d'apprendre à apprendre, et du coup, savoir naviguer dans un écosystème en fait en évolution permanente, et donc du coup, ne pas rater les wagons, les trains, etc., etc. Les TGV. Pour ma part, la féminisation, mais là aussi, c'est une continuité. Compétences clés ou moi, je vais rajouter juste un mot, quelque chose un peu de bateau, mais voilà, que les entreprises, on voit bien qu'elles restent ouvertes à recruter vraiment des gens qui vont raisonner et non pas que sur des, quand on parle de métiers techniques, sur des compétences techniques. Et le marché qui se resserre un peu, c'est les entreprises, elles s'ouvrent un peu moins qu'avant. Et je pense qu'il faut qu'elles continuent à s'ouvrir et à faire beaucoup plus attention à se dire, je vais recruter quelqu'un qui va rester longtemps et non pas quelqu'un qui va combler un instant T, un trou avec certaines compétences techniques. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ce qu'on voit et c'est ce que nos clients nous demandent. Ils nous demandent vraiment des compétences très précises et plus finalement une personne dans sa globalité. Donc, faisons attention et je pense que ça permettra à pas mal d'entreprises, même quand elles sont placées dans des villes justement avec moins d'attractivité, d'attirer du monde. Et moi, je terminerai, c'est pas trop sur une compétence, c'est pour pouvoir garder les gens. Enfin, c'est le projet et le job qu'on propose à nos jeunes. C'est un tout. C'est pas. L'entreprise, c'est une chose, mais bon, on a parlé des RSE, on a parlé de capacité d'accueil aussi de tout ça, de pouvoir les accompagner et les idées en fait, il y a plein d'idées pour essayer de garder nos talents, comme par exemple le fait de pouvoir voyager avec le groupe. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel qu'il faut retenir pour garder les jeunes chez nous, en fait. Eh ben, merci à vous tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Vraiment, vous pourrez trouver le rapport en scannant ce QR code. Et puis sinon, il y aura des coms qui vont être faites par ADN Ouest. Suivez vos réseaux sociaux. Vous aurez comme ça accès à tout ce qui est publié. Merci à vous tous. Il y a un petit coup à boire après pour continuer les échanges et puis échanger les CV, les astuces. Merci, bon après-midi. Merci.